Le 1er janvier 1804, un nouvel État va naître, son nom Haïti, anciennement appelé Saint-Domingue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, je suis un passionné d'histoire et un jeune auteur. J'ai écrit mon premier roman qui s'intitule Au-delà des ombres, qui met en avant la situation de Amani, une jeune fille qui grandit à l'est de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a des guerres et des massacres. Et cette jeune fille, Amani, va s'expatrier vers la capitale Kinshasa pour un avenir meilleur. Dans ma petite carrière d'auteur, je suis en train de travailler à l'écriture d'un essai sur l'Atlas des traites humaines. C'est un essai qui récapitulerait de façon assez complète les différentes traites qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui. J'ai vu que les différents documentaires que j'ai réalisés mettant en avant les traites de différents peuples qui ont été réduits en esclavage a suscité beaucoup d'intérêt, et je me suis dit, puisque j'ai l'opportunité de savoir un petit peu écrire, alors pourquoi ne pas mettre ça à profit de mes abonnés pour qu'on puisse voir ensemble comment dans le monde des humains ont été réduits en esclavage. Alors que nous sommes à la veille du 1er janvier, il était pour moi très important et pertinent de remettre en avant l'histoire d'une nation, et c'est une nation noire qui a travaillé à obtenir son indépendance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'indépendance de Haïti. Reste avec moi si tu veux en savoir plus. Le 1er janvier 1804, l'État de Haïti est donc nommé. C'est un événement unique dans l'histoire mondiale. Haïti est la première république noire indépendante, la seule issue d'une révolte d'esclaves victorieuse. Avant cela, l'île s'appelait Saint-Domingue, colonie française fondée en 1687. Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue est la colonie la plus riche au monde. Elle produit environ 40% du sucre mondial et plus de 60% du café consommé en Europe. Cette richesse repose sur l'esclavage, environ 500 000 esclaves africains face à 32 000 colons blancs et 25 000 libres de couleur. Un système ultra-violent maintenu par le Code noir. En 1791, une insurrection générale éclate, elle se transforme en guerre révolutionnaire et des figures centrales émergent. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe. La France tente de reprendre le contrôle sous Napoléon Bonaparte. L'expédition va échouer. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance, Saint-Domingue disparaît et Haïti entre à nouveau dans l'histoire. Avant l'arrivée des Européens, l'île porte un autre nom. Les Taïnos, peuple autochtone, l'appellent Haïti, ce qui signifie la terre des hautes montagnes ou bien le pays montagneux. C'est un nom local, ancien et précolombien. En 1492, Christophe Colomb arrive sur l'île, il la nomme la Hispaniola, en français, Hispaniola. Ce nom désigne toute l'île, pas seulement Haïti. Pendant plus d'un siècle, l'île est donc espagnole. Au XVIIe siècle, des corsaires et colons français s'installent à l'ouest. Cette partie échappe peu à peu au contrôle espagnol. En 1697, le traité à Ryswick officialise la division de l'île. L'Est reste espagnol, l'Ouest, lui, devient français. Les Français renomment leur colonie Saint-Domingue. Ce nom est une adaptation française de Santo Domingo. Il ne vient pas des Taïnos, c'est un nom chrétien, colonial, administratif. Et il efface donc le nom autochtone. Saint-Domingue n'est pas neutre, il symbolise la domination européenne, la christianisation forcée et l'économie esclavagiste. Le nom Haïti disparaît donc des documents officiels, mais il reste dans la mémoire. Jean-Jacques Dessalines va donc rejeter le nom colonial, Saint-Domingue est abandonné, le pays reprend un nom ancien, Haïti, dérivé de Haïti, en termes d'écriture bien évidemment. C'est un acte politique fort, rejet de la France, rejet de l'ordre colonial et réappropriation de la terre. Haïti ne naît pas seulement libre, elle renaît sous son nom originel. Alors que les colons sont installés sur l'île d'Haïti, qui est appelée Saint-Domingue à cette époque, la société est divisée en 3 blocs. Il y a d'une part les colons blancs qui comptabilisent environ 30 000 personnes, des grands planteurs, et il y a aussi des petits colons qui contrôlent la terre, l'économie et le pouvoir. Ils défendent l'esclavage et ils refusent
toute volonté d'égalité. Ensuite, il y a les libres de couleur. On comptabilise à peu près 25 000 personnes, souvent métisses, parfois anciens esclaves affranchis. Certains sont riches, éduqués, propriétaires. Mais ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs. Ils réclament l'égalité civile, la France hésite, les colons refusent, et la tension va monter petit à petit. Troisième groupe enfin, ce sont les esclaves africains, environ 500 000 personnes. Ils sont majoritaires, réduits en esclavage. L'espérance de vie est très faible, le système repose sur la terreur, mais aussi sur la résistance, puisqu'il y aura des fuites, des marronnages, des sabotages ou encore des complots. En 1789, la Révolution française éclate sous Louis XVI. Des mots arrivent jusqu'aux Caraïbes, liberté, égalité, droits de l'homme. Mais il ne s'applique pas aux esclaves. Cette contradiction est explosive et en 1791, la rupture devient donc inévitable pour les esclaves africains. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, tout bascule. Dans le nord de Saint-Domingue, les plantations brûlent, les esclaves se soulèvent massivement et coordonnés. Ce n'est plus une révolte isolée, c'est une insurrection générale. Des milliers de plantations sont détruites, les colons fuient ou sont tués, et la colonie s'embrase. À Bois-Caïman, le soulèvement est précédé d'une réunion devenue symbolique. Et la figure centrale de cette révolution n'est nul autre que Duty Boukman. C'est un moment de serment collectif, un point de bascule, et la guerre va enfin commencer. C'est une guerre longue et brutale puisque les combats vont durer pendant des années. Plusieurs puissances interviennent, la France, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Ils cherchent à recontrôler l'île. Les anciens esclaves s'organisent, ils apprennent la guerre, ils gagnent du terrain. Et c'est dans ce contexte qu'un homme va émerger, Toussaint Louverture. Ancien esclave affranchi, il devient chef militaire et c'est un stratège redoutable. Il impose l'ordre, il négocie, il gouverne. Saint-Domingue n'est plus une simple colonie en révolte, c'est un territoire en pleine guerre révolutionnaire. Face à ce chaos, la France va reculer petit à petit. C'est en 1794 que la Convention nationale va abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises. À Saint-Domingue, c'est un tournant. Les anciens esclaves deviennent soldats de la République. Toussaint Louverture se rallie à la France. Il combat les colons rebelles, les Britanniques, les Espagnols, et il va gagner. Progressivement, Toussaint Louverture va donc gouverner et contrôler l'île de Saint-Domingue. Il a rétabli la production, il impose une discipline stricte, il gouverne de fait. En 1801, il va faire adopter une constitution, il se nomme gouverneur à vie, il abolit définitivement l'esclavage, il maintient Saint-Domingue dans l'orbite française, mais autonome. Et pour Paris, c'en est trop. C'est alors qu'un homme du nom de Napoléon Bonaparte va faire son apparition. Napoléon veut donc restaurer l'ordre colonial et relancer l'esclavage. Une expédition massive est envoyée et commandée par Charles Leclerc, qui est le beau-frère de Napoléon Bonaparte. L'objectif est donc de reprendre Saint-Domingue, de neutraliser Toussaint Louverture et de rétablir l'autorité française. Toussaint est capturé par ruse, déporté en France, et il va malheureusement mourir en prison en 1803. Mais la guerre, elle, n'est pas finie. Après l'arrestation de Toussaint Louverture, la guerre va littéralement changer de visage. Les intentions françaises deviennent claires, l'esclavage est rétabli ailleurs et la méfiance disparaît. Les chefs noirs rompent définitivement avec la France et un homme va prendre la tête du combat, Jean-Jacques Dessalines. C'est un ancien esclave, un général redouté et un chef déterminé, comme à l'image de Toussaint Louverture. Les combats vont continuer à s'intensifier, les troupes françaises sont affaiblies par les combats, par la fièvre jaune et par le manque de renforts. Les chefs haïtiens vont s'unir, Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, et l'armée coloniale française continue de reculer. La bataille décisive de la guerre a lieu à Vertières en novembre 1803. Les forces françaises sont vaincues. C'est une défaite historique et pour la première fois, une armée coloniale européenne est vaincue par des anciens esclaves. La France capitule et Saint-Domingue est perdu. Le 1er janvier 1804, l'histoire bascule. À Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance. La colonie française de Saint-Domingue disparaît, un nouvel État naît, son nom,
Haïti. C'est un choix symbolique mis en avant par Dessalines, puisqu'il reprend un nom ancien issu des Taïnos, Haïti, terre des hautes montagnes. Ce choix est politique, il rompt donc avec la France, avec l'esclavage et avec l'ordre colonial. Haïti n'imite donc plus aucun modèle européen. C'est donc comme cela que Haïti devient la première république noire indépendante, le premier État moderne né d'une révolte d'esclaves et un précédent mondial. Cet acte va donc déranger les puissances esclavagistes et Haïti va donc déranger. Après l'indépendance, Haïti est donc libre mais laissée à l'abandon. Elle est seule. Les puissances esclavagistes ont peur, très peur. Reconnaître Haïti, c'est légitimer une révolte d'esclaves. Les États-Unis refusent toute reconnaissance, le Royaume-Uni hésite et l'Europe se ferme. Haïti est isolé diplomatiquement et économiquement. La France n'accepte pas la perte de Saint-Domingue, elle va donc exiger réparation. En 1825, sous la pression militaire, Haïti est contrainte d'accepter une indemnité. Le montant exigé est de 150 millions de francs or et va être réduite plus tard à 90 millions. Officiellement, il faut indemniser les anciens colons. En réalité, la volonté est de faire payer aux vainqueurs le prix de leur liberté. C'est une dette écrasante puisque pour payer, Haïti se retrouve contraint d'emprunter à des banques françaises. La dette devient permanente. Une grande partie du budget national sert à rembourser la France. Pendant des décennies, il y a peu d'investissements, un État affaibli et un développement bloqué. Haïti paye donc pour oser avoir gagné. C'est une punition historique puisque Haïti n'est pas sanctionnée pour avoir échoué. Elle est sanctionnée pour avoir réussi à vaincre une puissance coloniale, abolir l'esclavage par la force, créer un État libre. Et cette punition marque durablement le pays. Il y a même des légendes qui disent que cette dette coloniale aurait servi à financer les travaux de la Tour Eiffel. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce documentaire pour la fête de l'indépendance haïtienne. Bien qu'aujourd'hui l'île est complètement laissée à l'abandon, comme j'ai pu le dire dans ce documentaire, elle a été persécutée même au niveau naturel, puisqu'il y a eu un séisme dans les années 2008 ou 2010 je crois. Et aujourd'hui, il y a la terreur, il y a des gangs avec le prénommé Barbecue, un chef d'État haïtien qui a été exécuté il y a quelques années de cela. Bref, l'île ne va pas bien du tout. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et ça c'est très bien. Donc je salue tous mes frères et sœurs haïtiens et j'espère que ce documentaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses que j'aurais pu rajouter, que peut-être j'ai oublié. Merci à tous, on se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire et surtout, bonne année 2026 à vous tous.